Maintenant, on va parler de conjoncture économique. On l'a dit, le gouvernement du Québec souhaite une croissance de 2 On sait que, évidemment, ce ne sera pas évident. Il y a tout le contexte mondial. Certains ont parlé de reprise en V, d'autres ont parlé de reprise en U, d'autres, qui m'inquiètent davantage, ont parlé de reprise en W. Alors, on va tenter de voir à quoi ressemblera le portrait dans les mois. Je dirais même peut-être les années à venir, être capable d'avoir cette vision à long terme dont parlait le ministre Girard. Avec nous, Mathieu Arsenault, qui est économiste en chef adjoint à la Banque nationale. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous tracer un portrait de la situation économique. Écoutez, on est dans une situation exceptionnelle, inédite pour les politiciens, pour la population, pour les économistes également. Donc, beaucoup d'incertitudes. En toute modestie, on va vous présenter un portrait de la situation actuelle et nos prévisions là, au cours pour ce qui est des prochains trimestres. Et Mathieu, les gens peuvent vous poser des questions. Je vais être votre relais à la fin de votre présentation. Donc, vous pouvez aller en ligne déjà et commencer à écrire vos questions puis réagir aux propos de Mathieu Arsenault. Parfait. Donc, écoutez, d'abord, juste un portrait de cette récession atypique. Habituellement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, habituellement, une récession, là, quand on regarde les 3 dernières récessions, Marie, on parle de recul de 3 à 5 sur une période de 10 à 18 mois. Ici, on parle d'un recul de 18 sur 2 mois, complètement atypique. Écoutez, moi, à la Banque nationale, j'en ai fait des scénarios hypothétiques pour stresser des exercices de stress testing qu'on appelle « jamais j'aurais pensé soumettre un scénario comme celui-là ». Donc, vraiment quelque chose d'atypique. Donc, évidemment, les économistes, on se rabat souvent sur le passé pour tirer des conclusions sur ce qui peut s'en venir. Dans ce cas-ci, très difficile de trouver quelque chose de comparable. On peut bien revenir à 1918, mais la structure de l'économie était bien différente qu'actuellement. Donc, écoutez, recul de 18 23 au Québec sur 2 mois. Vous voyez là, que pour ce qui est du trimestre, on parle d'un recul de 39 au Canada, de 43 c'est des rythmes annualisés, comme on le présente habituellement. Donc, vraiment, des reculs qu'on peut voir, le plus important qu'on a observé aux États-Unis, 32 dans le trimestre. Est-ce que ça veut dire que l'économie ici va moins bien qu'aux États-Unis? Je vous dirais là, que quand on regarde là, au cours des derniers mois, il y a des raisons d'être plus encouragés de ce côté-ci de la frontière que ce qu'on observe aux États-Unis. Ils ont moins confiné, entre autres. D'ailleurs, effectivement, donc ils ont moins confiné au départ. On le voit, ça a moins d'impact sur la croissance à court terme. Par contre, pour ce qui est de la reprise, peut-être un petit peu plus d'embûches du côté des États-Unis. D'abord, gardons en tête que au niveau du gouvernement fédéral, que ce soit, donc vraiment, ici, je vous montre les mesures fiscales annoncées par le gouvernement. Vous voyez qu'on atteint 18 versus 12 aux États-Unis. En aide directe, là, c'est substantiellement plus élevé de ce côté-ci. Donc, un plus grand support du gouvernement. Oui, effectivement. Puis on sait que certains programmes de support aux revenus des ménages ont été prolongés au Canada alors qu'il y a des divergences au Congrès américain à ce sujet-là. Donc, vraiment plus une moins grande visibilité sur les revenus des ménages aux États-Unis. Au niveau de la Banque du Canada, parce que ce qui est atypique, en fait, c'est qu'évidemment, c'est le gouvernement qui a créé d'une certaine façon, en décrétant une fermeture des services non essentiels, mais en même temps, elle était persuadée que l'économie allait être en récession. Donc, c'est peut-être la première fois que l'action est simultanée au choc économique. Donc, on a pu agir vraiment rapidement avec certitude qu'il fallait un support à l'économie. Puis vraiment, l'effet, vous allez le voir, se fait sentir. Donc, côté budgétaire, mais côté des banques centrales aussi. Donc, vous voyez que la Banque du Canada est entrée dans la danse de la détente quantitative, a injecté des liquidités de façon massive. Vous voyez la hausse du bilan de la Banque du Canada. On parle d'une hausse de 22 points de pourcentage, plus que ce qu'on a observé aux États-Unis. Donc, vraiment, la Banque centrale également a baissé ses taux, mais a aussi injecté beaucoup de liquidités pour stabiliser les marchés financiers. Et c'est ce qu'on observe. C'est ce qu'on observe au cours des derniers mois. Les marchés boursiers avaient connu un recul important, mais vous voyez, là, au niveau du S&P/TSX, on est revenu à peu près à 7 du sommet qu'on avait en février. Pour revenir à 7 ça avait pris 60 mois, récession de 2000, ça avait pris 32 mois
lors de la crise financière 2007-2008. Ça aura pris 6 mois pour revenir à 7 Du côté américain, on parle même d'indices à des niveaux records. Oui. Donc, vraiment, quand on parlait de reprise en V, au niveau des marchés boursiers, clairement, une reprise en V. Donc, c'est pas juste les marchés boursiers. Je vous dirais, quand on regarde les autres classes d'actifs financiers, on voit vraiment que le stress a diminué substantiellement avec ces interventions du gouvernement-là. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour pas qu'il y ait... Parce que des difficultés dans les marchés financiers, ultimement, ça peut avoir un effet sur l'économie réelle à un certain moment. Les marchés financiers, donc oui, ont repris confiance avec l'intervention du gouvernement, mais les données économiques aussi récemment sont très, très vigoureuses. Ici, je vous montre les ventes au détail, que ce soit au Canada, au Québec, les ventes de logements, marché immobilier. Vous voyez qu'on observe des niveaux qui outrepassent même ce qu'on observait avant la crise. Il faut faire attention avec les données qu'on voit ces mois-ci. Il faut comprendre qu'on a fermé l'économie, une demande latente s'est accumulée, refoulée, et là, on a comme le rebond de toute la faiblesse qui n'a pas été déployée ces derniers mois. On va voir au cours des prochains mois, il faudrait peut-être s'attendre à une certaine faiblesse après ce rebond substantiel-là. Il n'en demeure pas moins que ça outrepasse les attentes des économistes, je vous dirais, dans l'ensemble, des rebonds comme celui-là. Là. Donc, vraiment, au niveau économique, clairement, des bonnes nouvelles. La reprise est plus forte qu'anticipée, et c'est une bonne nouvelle. Demande latente, mais il y a aussi... il faut garder en tête que, je vous parlais plus généralement des mesures gouvernementales, mais si on regarde vraiment pour les ménages, si on prend le premier semestre, les revenus primaires des ménages ont baissé de 13 milliards par rapport à l'année d'avant. Il y a en fait, l'intervention gouvernementale a augmenté de 70 milliards, ce qui fait en sorte que le revenu disponible des ménages, lui, si on regarde le premier semestre par rapport au premier semestre de 2019, c'est 63 milliards de plus que les ménages ont en termes de revenus disponibles. C'est une hausse de 10 % sur un an. Si on regarde, écoutez, donc, ce qui est atypique, là, dans une récession, évidemment, le revenu disponible ralentit de façon importante, c'est sûr. Vous voyez sur ce graphique-là, ici, je vous le mets en termes réels, donc corrigé pour l'inflation. S'il n'y avait pas eu l'intervention du gouvernement, la rémunération des ménages en termes réels, corrigés pour l'inflation, aurait été la pire jamais vue depuis que les données sont complètes en 1961. Étant donné l'intervention du gouvernement, on a eu la croissance du revenu disponible la plus élevée au deuxième trimestre. Donc, écoutez, je vous l'ai dit, c'est des déficits importants, des revenus des ménages qui sont fortement supportés. Donc, effectivement, de voir des bonnes données à court terme, c'est intéressant. Le taux d'épargne qui a monté aussi est en train de se déployer. Les gens ne pouvaient pas consommer. Donc, au cours des mois actuels, là, vraiment, on a un support. Donc, oui, ça pourrait se prolonger au moins jusqu'au troisième trimestre. La question à se poser, c'est évidemment quand c'est ce support-là, qui est insoutenable à long terme, va se résorber. Est-ce que l'économie privée va pouvoir prendre le relais à ce moment-là? L'autre enjeu, évidemment, il y a eu l'enjeu de l'incitation au travail, parce qu'évidemment, la prestation canadienne d'urgence était le programme phare de ce stimulus-là. On en a parlé, souvent des montants plus importants que ce que les gens gagnaient sur le marché du travail, surtout pour les gens à temps partiel. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit là, cet été, au mois d'août, en fait, 21 % des entreprises affirmaient que la pénurie de main-d'œuvre non qualifiée limitait leur capacité de production. Habituellement, c'est cohérent avec un taux de chômage autour de 6-6,5 %. Or, il est à 11 % actuellement. Donc, oui, on semble avoir une certaine pénurie de main-d'œuvre dans un contexte où le taux de chômage est pourtant élevé. Donc, effectivement, on croit que peut-être ça nuit un petit peu à la reprise cet été au niveau du marché du travail. L'autre raison qui nous permet d'être un petit peu plus optimiste au Canada, au Québec, par rapport aux États-Unis, c'est évidemment l'évolution de la pandémie. Ici, je vous montre les nouveaux cas par million d'habitants. Vous voyez que la deuxième vague aux États-Unis est importante. Je vous dirais qu'en termes de décès, moins importante que la première vague sur une base relative aux États-Unis, mais il n'en demeure pas moins que, écoutez, une pandémie sous contrôle donne confiance aux gens à aller travailler, donne confiance aux gens à aller consommer aussi, sortir et supporte la croissance. Et c'est ce qu'on voit avec l'évolution des derniers mois au niveau du marché du travail. Au départ, Canada-Québec, on a connu des reculs de l'emploi plus important, même plus prononcé au Québec, comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là. On avait fermé le secteur de la construction, le secteur minier également.
Donc, mais vous voyez que le rebond, on a récupéré plus d'emplois. Donc, on est plus près du sommet de février au Canada et au Québec par rapport aux États-Unis. Donc, notre rattrapage est en avance qu'aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'on est sorti du bois? Ce graphique-là montre aussi un autre élément. Donc, quand on se compare, on se console, mais quand vous voyez qu'il reste quand même la proportion d'emplois qui s'était perdu lors de la récession des années 90. Donc, à 6 d'emplois à récupérer, c'était ça le pire de la récession de 90. Donc, il reste quand même du travail. Donc, oui, vente au détail qui sont rebondis, les marchés boursiers qui rebondissent. Marché du travail, c'est pas une reprise en V tout à fait qu'on voit pour l'instant. Donc, gardons ça en tête. Et aussi, un des éléments qui est intéressant, je vous dirais un peu plus décevant. Je m'attendais à ce que les pertes d'emploi soient plus concentrées dans des secteurs où la distanciation physique est plus problématique. Or, quand vous voyez ces données-là, la variation des emplois de février à juillet, donc cumulatif, vous voyez que c'est assez généralisé. Dernière colonne à droite, seul le secteur de la santé affiche une croissance des emplois, pour les raisons que vous connaissez, mais vous voyez là, que c'est assez généralisé à travers les secteurs. Donc, ce n'est pas juste les secteurs qu'on avait dit à risque qui ont perdu des emplois. Et l'autre élément qu'il faut garder en tête, recul des emplois de 6 % mais les heures travaillées sont en baisse de la dernière ligne en bas de 11,5 %. Donc, il n'y a pas juste l'emploi qu'il faut regarder. Il y a des gens qui travaillent moins d'heures, puis ça peut avoir un impact, évidemment, ultérieurement. Donc, un rattrapage à faire de 12 % des heures travaillées, c'est quand même important. Donc, gardons ça en tête. Les bonnes nouvelles, on sait qu'au cours des derniers mois, on s'interrogeait. Les femmes semblent être plus frappées que les hommes dans cette récession-là. Je vous dirais qu'au Québec, quand je regardais en juillet, c'est un petit peu au désavantage des femmes, mais ça s'était quand même rattrapé. On voit un bon rebond des taux d'emploi des femmes de la cohorte des travailleurs au Québec. En fait, quand on prend les 4 plus grandes provinces, on est ceux qui sont les plus près du taux d'emploi d'avant-crise. Donc ça, c'est sur une base relative, c'est intéressant. Et l'écart du taux d'emploi des femmes de 15 à 64 ans n'a jamais été aussi large avec l'Ontario sur une base historique. Donc, juste souvent, on se compare à l'Ontario. Mais dans ce cas-là, vraiment, là, toute une différence au niveau du taux d'emploi du jamais vu des femmes des femmes de la cohorte des travailleurs. Donc, gardons ça en tête. À quel point, à nos yeux, les taux d'emploi sont cruciaux pour la pérennité des services publics, pour la pérennité des finances publiques, pour la soutenabilité des finances publiques. Et encore là, le modèle québécois où les femmes travaillent évidemment avec des garderies abordables, tout ça, font en sorte que fait en sorte encore que le taux d'emploi des femmes est très élevé, un des plus hauts dans les pays de l'OCDE. Les autres éléments positifs, confiance des ménages. Écoutez, je vous dirais que les Québécois filaient le parfait bonheur avant la crise. Quand on regarde cet indicateur-là, vous voyez le contraste. Mais ils sont toujours plus optimistes que les consommateurs des autres 3 grandes provinces. Donc, une bonne nouvelle à ce niveau-là pour la reprise. On n'est pas à des niveaux de la récession 2008-2009 en termes de morale du consommateur. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les prochains mois. Faut garder en tête que la santé financière des ménages, à nos yeux, est en meilleure posture au Québec que dans le reste du Canada. D'ailleurs, on le voyait avec les taux d'épargne qui étaient très élevés chez les ménages québécois. Donc, vraiment, il y avait eu des bonnes performances, comme monsieur le ministre l'a dit, au niveau de l'économie du Québec. Le marché du travail performait bien, des bonnes croissances de salaire, mais les gens ne la consommaient pas. Ça créait un petit coussin. Taux d'épargne qui montait, le plus haut depuis 1995, ce qu'on n'observait pas dans les autres provinces. Mais écoutez, cette petite marge de manœuvre-là va être utile dans ces moments un peu plus difficiles. Donc, pourquoi une plus grande marge de manœuvre? Il y a l'endettement des ménages qui est substantiellement plus bas. Donc, ça aussi, c'est encourageant. Une situation
qui est meilleur à ce niveau-là, qui suscite moins une crainte en termes de déséquilibre. On en parle souvent de l'endettement des ménages canadiens. Oui, tout à fait. Bien, ce problème-là de déséquilibre dans l'économie canadienne est moins grand au Québec. Puis ça, c'est un autre élément important pour la reprise qui nous permet d'être optimiste pour la reprise. Pourquoi un endettement moins élevé? C'est que l'immobilier n'a pas connu la même exubérance que dans d'autres grands marchés. Vous pouvez le voir sur ce graphique-là. Donc, dans un contexte comme celui-là, avec un marché du travail qui pourrait ultimement connaître, qu'on va voir les difficultés au cours des prochains trimestres sur le marché de l'immobilier, ça peut signifier de moins grande correction du marché ici, étant donné que l'abordabilité est moins un enjeu. Est-ce que le marché de l'immobilier va connaître des difficultés? Évidemment, avec les programmes de support aux revenus qui devraient diminuer, le marché du travail que nous, on voit connaître, peut-être demeurer le taux de chômage demeurer autour de 8 jusqu'à la fin de 2021, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec. Ultimement, oui, ça devrait avoir une difficulté. Donc, on voit les ventes de logements à court terme qui sont bonnes, oui, mais ultimement, on s'attend à un certain ralentissement. Gardez en tête que, historiquement, la politique monétaire a supporté grandement le marché de l'immobilier dans les crises économiques précédentes. Cette fois-ci, le taux hypothécaire 5 ans a baissé de seulement 75 points de base. C'est très peu parce que les taux d'intérêt étaient déjà très bas. Il n'y avait plus beaucoup de marge. Exactement. Donc, vraiment, un élément qu'il faut garder en tête. Cette fois-ci, on n'a pas ce petit support-là des autres récessions. Et garder en tête aussi qu'on ne sait pas quand est-ce que l'immigration va pouvoir revenir au rythme qu'il était avant la crise avec cette pandémie-là, l'incertitude et la capacité justement du gouvernement à intégrer ces gens-là sur le marché du travail. Donc, gardons ça en tête. Rajoutons aussi les propriétés sur Airbnb qui pourraient, avec le tourisme au ralenti, se retrouver sur le marché de la revente puis créer des pressions à la baisse. Donc, gardons ça en tête pour le marché de l'immobilier. Quand même, certains vents de face qui demeurent pour les prochains mois. Tout dépendra de la capacité de destruction la destruction de capacité économique qui surviendra au cours des prochains mois. On voit déjà une hausse des faillites au deuxième trimestre. Puis, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine destruction qui perdure. Il y a beaucoup de programmes aussi gouvernementaux envers les entreprises, support des loyers, support aussi les subventions salariales qui aident certaines entreprises. Encore là, est-ce que les entreprises sont prêtes à voler de leurs propres ailes? On verra. Donc, oui, il y a un risque à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on voit un taux de chômage un petit peu plus élevé. Et enfin, peut-être juste une petite préoccupation au niveau de l'immobilier commercial. Oui, préoccupation du P-carré. Et, effectivement. Ici, je vous montre l'indice de mobilité Google qui montre qu'à Montréal, on est à peu près à 40 de mobilité vers le travail moins qu'avant la crise. On l'a vu, la mairesse qui rappelle les gens au centre-ville. Exactement. Donc, est-ce qu'on a là un risque de crise en 2021 dans ce secteur-là? C'est à noter. Donc, un autre risque à notre scénario, je vous dirais. Donc, dans l'ensemble, ici, c'est certains risques que vous pourrez consulter, parce que je pense que j'ai dépassé un peu mon temps. Des questions. On a des questions. Effectivement, on va prendre les questions. Mais juste pour conclure, donc, en gros, des indicateurs qui surprennent une vigueur intéressante. Les gouvernements ont agi pour supporter les revenus des ménages et ça se reflète dans les données. Mais on n'est pas sorti du bois. Donc, le marché du travail n'est pas tout à fait rétabli. Il y a des risques, comme je vous ai mentionné, pour les prochains. Donc, vraiment, ça sera savoir comment on arrivera à se sevrer de ce stimulus. Oui, c'est la question. Exactement. En fait, Puis, comme M. le ministre en parlait, est-ce que le privé va prendre tranquillement, d'une façon harmonieuse, le relais au secteur public? C'est ça. C'est ce qu'on verra. En fait, ce qu'on entendait, le ministre nous disait, le public va prendre le relais à court terme pour laisser un peu de souffle au privé. Mais il va falloir effectivement voir comment on parviendra à se sevrer de la PCU et de l'aide aussi aux salaires qui sont apportés aux entreprises. Merci beaucoup, Mathieu Arsenault. Comme je disais, il y a plein de questions déjà. La première qui nous vient du public, c'est, ça dit en fait que la récupération du terrain perdu est en marche. On l'a vu avec vos chiffres. Et là, on vous demande de sortir votre boule de cristal. À quel moment pensez-vous qu'on sera en mesure de dire qu'on a rattrapé, qu'on est revenu finalement à février 2020. Oui. Oui. Voilà. Donc,
C'est ça. Donc, alors là, je vous incite à sortir quelques incantations. Non, mais on a l'habitude, puis je vais changer la diapo que les gens peuvent consulter pour nos prévisions que j'avais mis, mais que j'ai... Mais non, écoutez, notre vue, c'est qu'on reviendrait en 2022. 2022. Donc, pas avant fin 2000. Donc, justement, 2022, revenir au niveau d'activité. On s'attend quand même à certains secteurs connaissent encore des difficultés avant qu'un vaccin soit... Oui, parce que j'imagine que c'est un élément, ça. L'arrivée du vaccin ou pas d'arrivée du vaccin, ça doit changer vos perspectives un peu. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on jongle avec différents scénarios, je vous dirais, nous, à la Banque nationale. Mais notre scénario de base à ce moment-ci, ce qu'on entend, c'est que ça prend environ... on ne pourrait pas voir avant une période de 12 mois que ça soit déployé, mi-2021. Donc, dans un contexte comme celui-là, certains secteurs vont continuer de tourner naturellement au ralenti. Puis on voit que d'autres... Il y a des dommages collatéraux aussi. Donc, effectivement, là, oui, on a eu un bon rebond, mais là, la reprise devrait ralentir. 2022 pour revenir au niveau d'activité. Est-ce que ça veut dire que... Mais pendant ce temps-là, il y a des finissants qui rentrent. Donc, il faut garder en tête que c'est pas un retour à la normale d'une 2022. Le taux de chômage peut être plus élevé qu'il l'était, même si le PIB est revenu. Donc, gardons ça en tête. Oui, ça, parce qu'il y a différents indicateurs à regarder. Et on disait justement que le marché boursier évolue en V. On l'a vu que ça soit au Canada, à Toronto ou le Dow Jones. Et une des questions du public, c'est est-ce qu'on ne risque pas une bulle boursière avec ça? Et si oui, c'est quoi les risques économiques si jamais là, on devait voir peut-être un W? Hein? On a parlé de ce W, là, donc une espèce de deuxième vague qui pourrait faire tout baisser, tout chambouler. Bien, écoutez, c'est sûr que quand on regarde les valorisations, quand on regarde le prix des actions par rapport aux bénéfices anticipés au cours des 12 prochains mois, effectivement, c'est des valorisations très chères. Ça s'apparente à des niveaux qu'on avait observés lors de la bulle technologique. Oui, puis c'est des technos beaucoup. Hein, aux États-Unis, effectivement. Effectivement. Donc, aux États-Unis. Apple, Google, effectivement. Ces Donc, aux États-Unis, ils ont leur propre structure dans le S&P 500 qui explique les records. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il faut juste garder en tête que les taux d'intérêt sont excessivement bas aussi. Donc, comparé à la bulle technologique par rapport à maintenant, la situation, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Donc, ce qui stimule les prix des actifs d'une certaine façon. Il en demeure pas moins que quand on regarde là, vraiment les valorisations qui sont élevées, les ratios cours-bénéfices, des bénéfices que les anticipations sont relativement optimistes aussi, compte tenu du contexte. Oui, il y a un certain optimisme. On trouve que l'optimisme tranche un peu avec la situation. Avec le contexte, exactement. Une dernière question sur les taux d'intérêt, parce qu'on en a parlé, c'est avec l'endettement de nos États, mais l'endettement aussi des ménages. Les taux d'intérêt sont très, très bas. Et un de nos téléspectateurs, on va vous appeler comme ça, ou un de nos participants, je pense. Un de nos participants nous demande quel horizon on prévoit pour un retour à des taux qui seraient plus normaux. Puis là, il faudrait peut-être définir un taux normal. Oui, exactement. Écoutez, ce qu'on a vu là, la dernière fois que les gouvernements se sont endettés comme ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on a vu aux États-Unis, ça a été des taux d'intérêt réels négatifs pendant longtemps. Donc, vraiment, des taux d'intérêt en dessous de l'inflation qui aident, dans le fond, les gouvernements à supporter cet endettement-là, puis justement s'engager peut-être dans un retour à la normale de l'endettement. Mais ça va être vraiment un long processus. Donc, écoutez, jusqu'en 2022, pour nous, on ne peut pas mettre dans notre scénario des hausses de taux d'intérêt à court terme. Puis pour ce qui est du taux d'intérêt 10 ans, que les banques centrales contrôlent avec la détente quantitative, encore là, c'est difficile de voir un taux qui outrepasserait beaucoup là, le 1 %. Ça va laisser quand même un peu les gens respirer. Oui, tout Mathieu à fait. Arsenault, donc on voit, hein, il y a des zones rouges, des zones vertes. On connaît ça maintenant. Hein? Fait qu'en économie comme en santé, il faut faire attention et tenter d'avoir le plus de zones vertes possible. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir éclairés. Et en fait, ça nous a donné des pistes parce que là, on va prendre une petite pause.
pause. Mais pour le prochain segment, c'est les lignes directrices devant guider la relance qui sera animée par mon complice Yves Saint-Maurice, qui est chercheur à la chaire, justement, à la chaire Fiscalité et Finances publiques et aussi président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Donc, on se retrouve dans 10 minutes pour ce panel qui sera... dans 15 minutes, pardon, pour ce panel qui sera passionnant. Donc, c'est le temps d'aller prendre vos courriels, c'est le temps d'aller manger des petites grignotines pour être en mesure, justement, d'être prêt à regarder ce panel-là. À tantôt.